La dernière fois que nous nous étions quittés, j'étais dans le désert, au pied de cette immense tour. En pénétrant à l'intérieur, j'ai découvert un immense hall surplombé d'un escalier plus immense encore. Bon, il ne me reste plus qu'à grimper en haut de ces marches. La montée risque d'être longue. En attendant, si je vous racontais ce que mes nombreux voyages m'ont appris sur le ciel du royaume de Zelda et même au-delà. Bonjour, enfilez votre cape de roc et accrochez-vous à votre paravoile, car des montagnes au village, de la mer au sous-bois, bienvenue dans ce nouveau récit de voyage d'Hyrule et au-delà. Pour commencer, on peut dire que dans chaque jeu de la série, le ciel est présent. En même temps, que serait la Terre sans le ciel ? Chaque lieu d'Hyrule est un possible point d'observation pour admirer la voûte céleste. Cependant, il existe certains lieux des jeux Zelda qui sont dédiés à l'observation de ce ciel. Tout d'abord, nous pouvons citer l'Observatoire Céleste présent dans The Legend of Zelda Majora's Mask. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un lieu d'étude du ciel de Termina, plus particulièrement de sa lune, géré par un vieil homme appelé l'astronome. À un moment du jeu, grâce au télescope de l'observatoire, Link peut remarquer que cette même lune lâche une larme. Cette lune, qui est sur le point de tout détruire, serait en fait en train de pleurer. Pour de nombreux joueurs, cette larme serait en fait là pour nous dire que la lune de Termina ne veut pas s'écraser sur le monde. Elle subit la malédiction de Skull Kid autant que les autres, expliquant pourquoi elle arbore une expression de visage aussi énervée, voire apeurée pour certains. L'Observatoire Céleste, bien qu'étudiant le ciel, ne peut pas nous y envoyer. En revanche, c'est bien le cas du Grand Canon dans The Legend of Zelda Twilight Princess, héritage de l'ancien peuple célestien qui peut propulser Link jusque dans les cieux. C'est la même chose pour la tornade géante de The Legend of Zelda The Minish Cap qui se trouve tout en haut de la cascade de Serra et qui possède également assez de force pour envoyer Link au-dessus des nuages. Il y a quand même un endroit qui réunit les deux caractéristiques, celui de pouvoir envoyer Link dans le ciel tout en étudiant ce dernier. Le fort de Gae de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et donc, attention, ça spoil. Le fort de Gae a été construit quelque temps après l'époque du Grand Fléau, lors de la période de reconstruction du royaume. Se situant en plein centre de la plaine d'Hyrule, ce lieu a pour objectif de loger les différents guerriers du pays, mais aussi, comme dit précédemment, d'étudier les modifications du ciel, comme l'indique l'immense télescope qui surplombe la structure. Le fort de Gae est dirigé par deux professeurs Sheikah, Proua et Faras. Auparavant, nous savons que ces deux-là habitaient les deux laboratoires antiques du royaume, ce qui se fait ressentir dans la musique du fort de Gae, qui possède la même mélodie que celle des laboratoires. La professeure Proua est épaulée par une nouvelle assistante, Josha, qui l'aide dans ses recherches. La jeune fille ressemble physiquement beaucoup à Proua, et il est assez intéressant de remarquer qu'elle se complète plutôt bien. En effet, si Proua se situe à l'étage du bâtiment, à étudier le ciel et à toujours scruter dans son télescope, Josha, quant à elle, au rez-de-chaussée, passe son temps à étudier les profondeurs de la Terre et à observer les reliques ramenées des souterrains. C'est un peu comme si l'une étudiait le paradis et l'autre l'enfer. Finalement, c'est au fort de Gae que Link peut découvrir pour la première fois les tours de reconnaissance Sheikah. Grâce à un mécanisme mis au point par Proua et Faras, ces structures sont capables de propulser Link jusque dans les cieux. Certains joueurs ont par ailleurs noté une référence sonore à The Legend of Zelda The Wind Waker, au moment où Link se faisait littéralement catapulter dans les airs par l'équipage de Tetra.
J'en peux plus de ces marches. Quand est-ce que ces escaliers s'arrêtent? Oh! Le toit de la tour vient de s'ouvrir. On peut y voir le ciel. Mais qu'est-ce qu'on est haut! Assez parlé de la Terre, maintenant il va falloir dépasser les nuages. Et c'est le cas de le dire. Dans The Legend of Zelda Skyward Sword, il existe toute une civilisation vivant dans les cieux et séparée de la terre ferme par une barrière de nuages infranchissable. Nous en avions déjà un peu parlé dans l'épisode sur les peuples humains, mais c'est bel et bien la déesse Hylia qui a pris la décision de soulever quelques morceaux de terre dans le ciel afin d'y protéger les humains. Les années, voire les siècles ont passé, et ces derniers ont construit des bâtiments sur les îles célestes et prospèrent désormais dans ce nouvel environnement en se déplaçant par exemple sur le dos de grands oiseaux nommés les Célestriers. Si cependant vous voulez plus d'informations sur l'île céleste principale, Célesbourg, encore une fois je vous conseille de regarder l'épisode d'Hyrule et au-delà sur les peuples humains. À côté de ces îles volantes se trouve un immense nuage menaçant, le cumulonimbus. À l'intérieur de celui-ci, on retrouve encore quelques îles volantes, comme l'île aux champs par exemple, créée spécialement pour Link, mais aussi et surtout, on peut y faire la rencontre de Narisha, grand esprit protecteur du ciel. Dans l'histoire du jeu, ce grand esprit, à l'apparence d'une baleine volante, est malheureusement infecté par un parasite que Link va devoir vaincre pour qu'il redevienne comme avant et que l'orage cesse à l'intérieur du cumulonimbus. Il est assez intéressant de noter que dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, on peut trouver dans certaines régions du royaume des fossiles de baleines géantes. Selon certains théoriciens, le fossile de la région d'Ordin serait ce qu'il reste du pauvre Narisha. En effet, il est possible de constater que la plateforme sur la tête de Narisha et sur le crâne du grand fossile d'Ordin sont extrêmement ressemblantes. Sinon, une autre référence à cette grande baleine du ciel peut être trouvée dans ce jeu. Des montagnes qui portent le nom de hauteur Narisha. Narisha n'est d'ailleurs pas le seul esprit à veiller sur les terres d'Hyrule dans Skyward Sword. En effet, ce dernier est accompagné de 3 dragons, Firon, Ordin et Lanel, qui servent respectivement les 3 déesses, Faror, Din et Nayru. Ces 3 dragons ne sont pas sans rappeler ceux que nous pouvons rencontrer dans Breath of the Wild, Rordrak, Ordrak et Nedrak. Si on s'en tient aux informations de la tablette Sheikah, chacun de ces 3 esprits volants serait le gardien respectif des 3 sources sacrées. La source du courage, celle de la force et celle de la sagesse. On peut d'ailleurs remarquer que ces 3 dragons ont la faculté de traverser les nuages pour disparaître dans les cieux. Bien que Breath of the Wild ne nous apporte pas plus d'informations sur eux, dans Tears of the Kingdom, le mystère s'éclaircit autant qu'il s'épaissit. Dans ce jeu, on découvre l'existence du peuple Sonao, être mi-humain, mi-animal, descendu du ciel il y a plusieurs milliers d'années, accompagné de mystérieuses gemmes, les pierres occultes. Pour l'instant, nous n'en connaissons en fait que 2. Raoru, l'ancien roi, qui porte d'ailleurs le même nom que le sage de la lumière de The Legend of Zelda Ocarina of Time, Raoru, et sa sœur Mineru, la sage de l'esprit. C'est par Mineru, justement, que Zelda apprend le rite draconique. Ce rituel interdit consiste à avaler une pierre occulte pour voir son corps tout entier changer en dragon. C'est justement ce que fait Zelda. Elle ingère sa pierre du temps pour se transformer en dragon blanc, une bête immortelle qui porte certains de ses anciens traits physiques. C'est d'ailleurs de là que vient la théorie concernant les 3 dragons que nous évoquions tout à l'heure. Pour de nombreux théoriciens, Rordrak, Ordrak et Nedrak étaient 3 Sonao qui ont, eux aussi, effectué le rite draconique. Effectivement, il saute aux yeux que ces 3 créatures possèdent des attributs très proches des Sonao que l'on connaît. Selon la théorie, ils étaient les 3 anciens gardiens des sources sacrées et ont décidé de renoncer à leur forme Sonao pour veiller éternellement sur elles. Expliquant pourquoi on retrouve des tenues qui semblent leur avoir appartenu et pourquoi Mineru dit avoir de très bonnes raisons de croire au rite draconique. Comme nous le disions justement avant cela, Zelda devient le dragon blanc, et on nous explique qu'elle a fait soulever quelques morceaux de terre pour les élever dans le ciel.
Ceci est un écho aux événements de Skyward Sword où la déesse Hylia avait justement soulevé elle aussi des bouts de terre pour les faire flotter dans le ciel. Dans le présent, il est donc possible pour Link d'arpenter ces différents archipels célestes à travers le ciel d'Hyrule. L'île céleste la plus importante est sans aucun doute l'île céleste du Prélude. En plus d'être la plus grande, elle abrite un temple, le Temple du Temps, d'architecture Sonao. À travers toutes ces différentes îles volantes, Link rencontre des golems, eux aussi issus de la technologie Sonao. On apprend qu'ils servaient autrefois à aider ce peuple du ciel dans différentes tâches, ou même qu'ils pouvaient les aider à se défendre. En se baladant par-ci par-là dans le ciel, et en se laissant porter par la paravoile au gré des vents, nous entendons une petite musique se jouer en fond. Mais aviez-vous remarqué qu'il s'agissait de la même mélodie que pour la musique du ciel de Skyward Sword ? Nous parlions tout à l'heure des îles célestes, mais comment en parler sans évoquer l'île du tonnerre ? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un lieu où l'orage y est éternel et qui sera utile à un moment de l'aventure. Pour certaines personnes ayant joué à Tears of the Kingdom, cette île du tonnerre, avant de s'élever dans les cieux, était l'ancien château Sonao, qui prenait donc place à l'actuel endroit des ruines de Sono. Et c'est sûrement pour ça que Mineru a laissé son masque de golem ici. En parlant de Mineru et de son frère Raoru, certains ont remarqué la ressemblance entre ces deux personnages et Impa et Proua. En effet, Proua et Mineru sont deux scientifiques royales, ont une coiffure très similaire, portent un masque sur leur tête, s'intéressent de très près à la technologie et portent un losange à la ceinture. À côté de cela, Impa, sœur de Proua, et Raoru, frère de Mineru, sont tous deux les chefs respectifs de leur peuple, ont les mêmes rouflaquettes à gauche et à droite de leur tête, ils possèdent tous les deux des bijoux autour de leur crâne, qui tintent quand ils bougent, et portent, l'un comme l'autre, le nom d'un ancien sage d'Ocarina of Time. Est-ce là un indice pour nous dire que les Sonao et les Sheikah sont liés d'une manière ou d'une autre ? C'est possible. Restons à Hyrule, mais changeons de jeu pour nous intéresser aux événements de The Minish Cap. Comme je vous l'avais sous-entendu tout à l'heure, il existe dans ce jeu aussi un passage dans les cieux, le monde au-dessus des nuages. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une région du royaume située en hauteur et où les individus sont capables de marcher sur les nuages. Link peut d'ailleurs y faire la rencontre d'un peuple, les Éoliens. Ces habitants du ciel ont pour habitude de se déplacer grâce au vent et plus particulièrement grâce aux tornades. L'habitation principale du monde au-dessus des nuages est nommée la Tour des Cieux. Ici vivent justement les Éoliens qui sont dirigés par une chef, Tortor. On remarque que les Éoliens ont tous la particularité d'avoir des cheveux de couleur rouge et d'être vêtus d'une tunique de couleur bleue et jaune. Selon une théorie, ce peuple du vent serait en fait la descendance d'un personnage que l'on connaît bien, Ergo, habitant de Célesbourg dans Skyward Sword. Effectivement, en plus des arguments liés aux couleurs que nous venons de citer, les Éoliens vivent dans le ciel et en communion avec des oiseaux, exactement comme Ergo. Il est plus que probable qu'après que les humains soient descendus sur Terre à la fin du jeu, Ergo soit retourné au-dessus des nuages pour y fonder un tout nouveau peuple, justifiant au passage le fait que Impa lui dise qu'il aura lui aussi son rôle à jouer dans l'histoire du royaume. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, dans Majora's Mask, toute l'intrigue tourne autour de la lune qui menace de s'écraser sur le monde. À la toute fin du jeu, juste avant le combat final, Link entre dans la lune et découvre ça. Une plaine, verdoyante et ensoleillée, un immense arbre en son centre, et des enfants, vêtus tout en blanc, qui s'amusent autour de celui-ci. Depuis le début de cette série, je vous explique que chaque région de Termina représente une étape du deuil. Bourg-Clocher pour le déni, le Marais Mojo pour la colère, la montagne Goron pour le marchandage, la baie des Auras pour la dépression, et la vallée d'Ikana
pour l'acceptation. Mais alors, nous y voilà, à la fin du jeu, et au tout dernier lieu qu'il a à nous présenter, le ciel, et donc la mort, pure et simple. Il va de soi que l'intérieur de cette lune est la parfaite représentation que beaucoup de sociétés se font du paradis, l'endroit où les âmes se retrouvent après la mort. Link, à ce moment même, est carrément dans la lune. Cette lune qui est, pendant tout le jeu, l'élément qui menace de tout faire disparaître et de ne laisser que la mort derrière elle. Finalement, après toutes ces régions de Termina visitées, nous y voilà. Le deuil est fait, c'est terminé. Il reste encore un dernier peuple du ciel que nous n'avons pas évoqué, les Célestiens, présents dans Twilight Princess. Jed, un compagnon de Link, nous dit qu'il pense que les Célestiens sont les fondateurs du royaume d'Hyrule, et qu'ils ont aujourd'hui disparu. En arpentant la plaine d'Hyrule, Link peut découvrir des statues de hibous qui cachent toutes un texte ancien. Ces glyphes, remis bout à bout, forment une incantation servant à libérer le grand canon dont on parlait tout à l'heure. Grâce à cet outil très ancien, Link peut être propulsé jusque dans les cieux, à un endroit où il fait toujours jour, Celestia, une ville volante. On peut alors y faire la rencontre des descendants des Célestiens, des sortes de poules dorées ayant un visage humain. Très étrange quand même. Les versions enfants de ces créatures sont même encore plus bizarres. De simples boules avec un visage humain et des petites ailes à la place des oreilles. Ok, soit. L'une de ces descendantes de Célestiens est d'ailleurs une connaissance de Link. En effet, Baba et son fils croisent sa route à de multiples reprises dans les donjons du jeu. Elle peut d'ailleurs le téléporter à l'entrée de ces derniers s'il le souhaite. Anecdote assez intéressante, le nom anglais de Baba est Uku, qui reprend le code informatique 00CC00, qui est tout simplement le code de la couleur verte de Link dans de nombreux jeux. Joli clin d'œil. Toujours est-il que la ville natale de Baba est bel et bien Celestia. Selon une théorie, ce n'est pas la seule fois que nous voyons cette île volante dans la série. Les fondateurs du royaume, qui habitaient une ville dans le ciel. Cela ne vous rappelle rien ? Et si, Célesbourg de Skyward Sword. Ces espèces de poules dorées qui parlent, bizarre, sont-elles ce que sont devenus ses habitants ? Les pauvres. Célesbourg serait alors devenu Celestia, et serait donc devenu, par la même occasion, un donjon. Et oui, dans ce jeu, Celestia est un... Qu'est-ce que... La tour tout entière est en train de trembler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'elle va s'effondrer ? La plateforme sur laquelle je suis, elle vole. J'ai quitté la tour. La plateforme s'envole. Je crois que je n'ai jamais été aussi haut. C'est magnifique. Je disais donc, avant de m'envoler, littéralement, que Celestia, en plus d'être une ville de Twilight Princess, était l'un de ses donjons. Effectivement, l'endroit est attaqué par une sorte de dragon, Pyrodactylus ptérosaure pyrogène du crépuscule. Link devra donc arpenter Celestia pour tenter de l'arrêter, tout en étant aidé par ses habitants, capables de soulever Link et même de marcher sur les murs. Il peut être assez intéressant de noter que le temple tout entier, ainsi que ses habitants, sont inspirés d'une peinture réalisée par Moritz Cornelis Escher à Netherworld. Revenons à Zelda The Minish Cap pour parler du Palais du Vent. Il s'agit d'un temple, toujours situé dans le ciel, mais dont l'accès est normalement réservé aux éoliens uniquement, qui feront une exception pour Link afin de lui permettre de sauver Hyrule quand même. C'est d'ailleurs là-bas qu'il peut trouver la cape de roc, objet capable de le faire voler dans les airs pendant quelques instants. Il existe en fait plusieurs donjons semblables à celui-ci, trouvables dans les jeux Zelda 2D. Par exemple, dans The Legend of Zelda Fourth Sword Adventure, on peut visiter non pas le palais du vent, mais le palais des vents. C'est ici que se cache Vaati, grand méchant de l'histoire,
qui a construit son temple dans la contrée des cieux. On peut par ailleurs remarquer que la musique qui se joue ici est la même que la musique de Ganondorf, à peu de choses près. Dans The Legend of Zelda Triforce Heroes, on découvre le royaume d'Estof, qui possède, tout comme Hyrule, une région s'établissant dans le ciel. En plus d'y avoir des jardins célestes, on peut y retrouver, là aussi, un temple du ciel qui se nomme le Temple du Ciel, tout simplement. Dans The Legend of Zelda Link's Awakening, l'histoire se déroule non pas à Hyrule, mais sur l'île Kokolint. Bien qu'on ne puisse pas se rendre dans le ciel qui surplombe cette île, on peut tout de même citer l'un de ces donjons qui a pour thème la hauteur et qui se finit carrément dans les nuages. C'est bel et bien la tour du vautour. Son boss est Vulturos, un vautour étonnant, qui est en fait contrôlé par un monstre portant un masque de squelette. Une scène de Twilight Princess fait d'ailleurs référence à ce boss. Lorsque la région de l'Anel est plongée dans le crépuscule, il est possible de charmer des oiseaux géants grâce à un chant, exactement ce que fait un monstre portant un masque à l'allure squelettique. Et enfin, le dernier jeu en date, encore une fois, Tears of the Kingdom, a lui aussi des temples qui se situent dans le ciel. Notamment le Temple du Vent, flottant au-dessus de la montagne d'Ebra. Selon une ancienne légende piaf, un dieu est descendu du ciel il y a plusieurs milliers d'années et a aidé ce peuple du vent. En retournant dans les cieux, il leur aurait offert un bateau volant, l'Arche Céleste. Alors que le village piaf est plongé au cœur d'une tempête de neige, Babil, fils du nouveau chef Teba, décide de suivre cette vieille légende. Avec l'aide de Link, il retrouve la véritable Arche Céleste, le Temple du Vent. Là-bas, les deux compagnons affrontent Glagaïla, un insecte gigantesque entièrement constitué de glace. Ce boss est une double référence à The Wind Waker. Effectivement, il ne vous échappera pas que la musique qui se joue pendant son combat reprend le thème de l'île du dragon, habitat des piafs dans ce jeu. Mais également qu'il reprend énormément d'attrait à Gaïla, qui était lui aussi le boss du Temple du Vent. À la fin du temple, Babil obtient une pierre occulte et devient le Sage du Vent. Link peut alors invoquer son pouvoir quand il le souhaite. Certains joueurs pensent d'ailleurs que le son de ce même pouvoir est une référence à Twilight Princess. Effectivement, dans ce jeu, il est possible d'invoquer un faucon en jouant une petite mélodie extrêmement similaire au son du pouvoir de Babil. Il y a une dernière chose que je peux vous faire remarquer sur ce jeune piaf. Nous avions dit dans l'épisode sur les régions enneigées que tous les piafs avaient un nom en rapport avec les oiseaux. Eh bien, Babil ne fait pas exception. En effet, il existe une espèce d'oiseau, les fauvettes. Et quand elle chante, on dit qu'elle babille. Comme Tears of the Kingdom n'était pas encore sorti au moment de l'épisode sur les rivières, les lacs et les marais, nous n'avions pas pu parler du Temple de l'eau, un autre donjon flottant dans les cieux. Comme pour les autres temples du jeu, il s'y trouve une pierre occulte qui éveillera un nouveau sage, Sidon, sage de l'eau. On peut par ailleurs noter que ces événements peuvent être compris comme une référence à Ocarina of Time. En effet, dans les deux jeux, un monstre à tentacules modifie l'eau du domaine Zora, ce qui cause des problèmes à ce peuple aquatique. Et, dans les deux histoires, vaincre ce monstre éveillera un Zora en tant que sage de l'eau. La princesse dans un cas, et le prince dans l'autre.
Depuis tout à l'heure, la plateforme n'arrête pas de monter de plus en plus haut dans les nuages. Je commence à avoir vraiment du mal à respirer. Pourtant, il me semble apercevoir quelque chose au loin. Je crois que c'est... Oui, c'est un bâtiment qui flotte dans les cieux. Est-ce que c'est un temple ? Attendons de monter encore un peu. D'une manière assez logique, le ciel est associé à la liberté. Qu'il soit ensoleillé, nuageux, pluvieux ou même orageux, on le voit de partout. Peu importe où nous nous trouvons, il suffit de lever la tête pour contempler la voûte céleste. En psychanalyse, rêver de voler dans les cieux peut signifier une libération de notre esprit. Les chaînes qui le maintenaient cloué au sol ne sont plus, et on peut maintenant se laisser porter par le vent et aller où bon nous semble. Eckhart Tolle a écrit « Même lorsque le ciel est complètement couvert, le soleil ne disparaît pas. Il est derrière les nuages. » De façon assez similaire, les nouveaux sages, montés dans les cieux pour admirer le royaume, contemplent le paysage qui s'offre à eux et disent « Waouh! Eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça, vous ? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. » La plateforme s'est arrêtée. C'est surréaliste. Je me trouve devant un bâtiment immense qui flotte dans le vide. Il y a pas mal de vent, je dois faire attention de ne pas tomber. Je crois que je suis arrivé. Ce que je cherche depuis tout ce temps, elle doit se trouver à l'intérieur.